L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Cette semaine au Vestiaire, l'émission sportive de Charlevoix, on reçoit Sport Local. Philippe Dufour, on va parler d'activités vers la baie Saint-Paul. Marlène Côté, on revient sur son parcours là, vraiment à Ricana et dans la région. Ensuite de ça, on va parler chasse-pêche, évidemment, avec François-Xavier Thibault. Finalement, sport majeur, 100% football avec Philippe Dufour. Bon vestiaire à tout le monde. Avec nous, on reçoit Marlène Côté, qui est l'ancienne directrice événements de chez Aricana. Donc, bonjour Marlène. Bonjour. Écoute, là, récemment, on a appris ton départ, là, on est bien attristés, mais je pense que tu peux dire que tu as quand même laissé ta marque, là, notamment dans Charlevoix, en termes d'événements. Oui, ça faisait presque 7 ans là, que j'étais à la barre des événements Aricana, l'organisation qui est principalement reconnue pour tenir l'Ultra Trail Aricana du Canada, qui est, comme vous savez, un événement majeur dans la région de Charlevoix, mais une organisation aussi qui s'est diversifiée, si on veut, là, en organisant d'autres événements au cours des dernières années, avec l'échappée des locaux de l'année dernière, le Trans-Charlevoix, notre course à étapes, un festival de films Trails in Motion et la coordination de la virée nordique, entre autres. Écoute, parle-moi un peu de ta contribution. Qu'est-ce que tu as apporté à ces événements-là? Ben, en fait, dans les 7 dernières années, l'Ultra Trail Aricana a pris beaucoup d'ampleur. Il y a eu un fort engouement pour la course en sentier dans les dernières années, puis l'Ultra Trail Aricana en a grandement bénéficié. Depuis 2016, l'événement est le plus gros événement d'Ultra Trail au Canada. Et on se demande même si ça serait pas même de l'Amérique du Nord, là. Mais les statistiques sont plus difficiles à aller chercher. Donc, c'est un événement qui est majeur pour la région de Charlevoix. Mais aussi, en fait, je pense que mon apport principal, ça a été ça, c'est de pouvoir bâtir un écosystème d'événements dans la région de Charlevoix, des événements sportifs qui se complètent les uns les autres, qui amènent de nombreux touristes dans la région à différentes périodes de l'année où l'achalandage touristique est généralement moins élevé. Donc, au début de la saison estivale ou vers la fin de la saison estivale ou l'hiver avec la virée nordique. Donc, je pense que c'est principalement ça, l'apport que j'ai eu dans l'événement, là, le développement de nouveaux événements, le développement des événements eux-mêmes. Puis, principalement, je dirais, en fait, la belle mobilisation qu'il y a eu autour de tout ça au cours des dernières années aussi. On est une super belle équipe avec les événements Aricana. Puis, on a réussi à mobiliser beaucoup de partenaires locaux, régionaux. Il y a une forte mobilisation, puis un bel ancrage dans la région. Donc ça, je pense que c'est des forces vives là, de l'organisation aujourd'hui. Ben écoute, je pense que tu es arrivé en 2017, si je me souviens bien. Je pense que c'était un contrat temporaire, puis finalement, tu auras duré 8 ans. Oui, exact. Oui, au début, c'était un contrat de 8 mois par année. Puis finalement, ça s'est vite consolidé pour un poste permanent à temps plein. Et puis maintenant, l'organisation compte 4 employés permanents. Donc, on en est vraiment content. Puis, il atteint un rythme de croisière, je dirais. Donc, en fait, là, c'est un peu ça qui est arrivé. Là, dans la dernière année, on a consolidé les événements, l'équipe, la structure organisationnelle de base. Et là, l'organisation va rentrer dans une phase un peu plus de consolidation. Donc, on va arrêter probablement de se développer parce que là, on s'est beaucoup développé dans les dernières années. Là, l'organisation va rentrer dans une phase où là, on va venir consolider les événements, optimiser ce qu'on fait déjà, et donc et prendre soin des ressources humaines qui maintenant font partie de l'équipe des événements Aricana. Donc, l'organisation rentre dans une nouvelle phase. Puis moi, j'ai considéré là que ce que j'avais à apporter à l'organisation a été réussi, établi. J'étais prêt, moi, personnellement, à passer le flambeau à une autre personne pour cette nouvelle phase qui commence. On revient un peu sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a allumé durant toutes ces années, vraiment, là, à organiser ces événements-là? C'est d'abord la passion pour la course en sentier. À la base, je suis une coureuse, moi aussi, de trail et d'ultra trail. Donc, le désir de faire connaître la discipline, d'amener le plus de gens à le pratiquer, parce que je pense que c'est un sport qui est extrêmement sain pour le corps et l'esprit. Donc, de contribuer au développement de la discipline au Québec, c'était une motivation qui était très forte chez moi. Après, chaque fois qu'on organise des événements comme ça, on a l'impression de contribuer au bonheur des individus, à leur bien-être. Donc, on a l'impression de faire une différence significative dans leur vie. Donc, ça aussi, c'est une belle source de motivation.
Est-ce que selon toi, ce serait ça un peu ton plus beau, on va dire, ton plus beau leg, de vraiment d'avoir inculqué un peu cette mentalité, cet esprit vraiment de promouvoir l'activité physique là, auprès des gens de Charlevoix? Oui, ben oui, effectivement. Il y a de plus en plus de gens de la région de Charlevoix qui ont un mode de vie physiquement actif. Beaucoup plus de gens de Charlevoix dans les dernières années qui participent aux événements sportifs de la région. Ben ça, évidemment, on en est vraiment fiers, là. Fait que de voir que les gens prennent soin d'eux et en prenant soin d'eux, prennent aussi mieux soin de leur entourage parce que comment je pourrais dire ça, c'est bénéfique pour tout le monde là, d'avoir des citoyens qui sont actifs et en santé. Donc, effectivement, ça fait partie des contributions qu'on a eues avec les dernières années. Là, réponds-moi objectivement. Est-ce que Charlevoix, c'est la plus belle région au Québec pour tenir des événements de course, par exemple, des événements de plein air? On pourrait même dire au monde. Ben, en toute objectivité, je dois dire que probablement que oui. Parce que vraiment, là, la région de Charlevoix, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une belle mixité entre les noyaux villageois et la nature sauvage et reculée. On n'est pas trop loin des grands centres. On est à la fois proche du fleuve et en milieu forestier, reculé, sauvage. Donc, il y a une belle variété aussi naturelle. Puis il y a une belle chaleur humaine aussi de la communauté pour les touristes qui viennent participer aux événements. Il y a plein d'activités à faire en parallèle des événements aussi. Fait que ça fait en sorte vraiment là, que les événements qui sont organisés dans la région de Charlevoix sont vraiment tripants, sont vraiment le fun. Puis je pense que ça contribue grandement à leur succès, là. On revient à toi. Qu'est-ce qui t'attend dans les prochaines semaines, prochains mois? Alors ça, c'est une très bonne question. Ben écoutez, dans le fond, moi, j'avais pas prévu faire un changement pour autre chose. Donc, j'ai pris le temps de faire une belle transition avec l'équipe en place pour nous assurer que ça se passe de façon la plus fluide possible et harmonieuse possible. Donc, je viens de terminer le 10 novembre dernier. Donc là, pour les prochaines semaines, je vous dirais que moi, de mon côté, d'abord, je me repose parce que je pense que après cette année très intense d'événementiel, puis on sait l'événementiel, c'est un peu des montagnes russes, là. Oui. Veut pas, il y a des grandes périodes de rush en bon français. Donc, ça a été quand même relativement épuisant physiquement. Très gratifiant, mais ça a quand même pris beaucoup d'énergie. Fait que là, mon but, c'est d'abord de me reposer, puis après de prendre un petit peu de recul pour prendre une décision pour la suite des choses. Ben, merci beaucoup. Écoute, c'était une belle tournée de tes 7 dernières années passées avec nous là, dans le coin. Puis j'aurais une dernière question pour toi, si tu permets. On te revoit quoi? On te revoit quand dans Charlevoix? Demain! Parce que demain, il y a une tournée organisée là, dans la région de Charlevoix par, comment il s'appelle? AgroTour Charlevoix. Oui. Puis, c'est vraiment des tournées super sympathiques des organisations agroalimentaires de la région. Puis, je me suis inscrite à leur tournée qui a lieu demain. Là, ça a l'air trop le fun. Donc là, tu vas venir pour le plaisir. C'est ça, exact. On va venir en profiter. Marlène Côté, merci beaucoup. Puis on se dit à bientôt. Merci. Avec nous pour jaser activité plein air à Baie-Saint-Paul, on reçoit Philippe Dufour, le directeur des loisirs et culture à la ville de Baie-Saint-Paul. Bonjour Philippe. Bonjour Mathieu, merci de m'accueillir. Ben merci à toi. Écoute, l'hiver s'en vient, on a un bel aperçu aujourd'hui là à Baie-Saint-Paul. Il y a vraiment plusieurs activités qui sont possibles de faire, qui sont en plus hyper accessibles, très gratuites bien souvent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu rapidement? On va commencer par le secteur près de la polyvalente là, où il y a du ski de fond et patinoire entre autres. Oui, comme l'an dernier, on travaille fort en ce moment là, avec la neige qu'il y a eu aujourd'hui. C'est un cadeau pour nous. Là. On est content de pouvoir commencer à travailler là-dessus. Donc encore cette année, on va avoir la piste de ski de fond qui va être installée. On va avoir aussi la patinoire extérieure. On va avoir des raquettes encore en location qui vont être sur le site disponibles. Le sentier de glace aussi, sur lequel on a fait des travaux de nivelage suite aux inondations. Là, nous autres, au mois de mai, on s'en souvient, on avait eu des bris, mais on a réussi à procéder à toutes les réparations à temps, puis on travaille fort pour pouvoir vous offrir le service avec toutes les activités hivernales extérieures. On l'espère selon la météo, mais au moins que ce soit prêt pour le temps des fêtes. Est-ce qu'il va être accessible en tout temps, ces attraits, on va dire ces attraits-là? On a des horaires d'ouverture.
on va vous en parler aussi au fil des prochaines activités que je vais vous annoncer. Site web, Ville de Baie-Saint-Paul, on a tous les détails sur les heures, sur les jours d'ouverture, puis toutes nos installations, on a différents horaires qui sont disponibles. Les horaires, quand sont modifiés selon température, sont modifiés en temps réel. Donc, sur le site, c'est très à jour. Vous pouvez y accéder puis voir nos différents horaires. Parfait. Puis tu parles de location, entre autres, de raquettes. Là. C'est au pavillon d'accueil, si je me souviens bien, derrière la polyvalente. Oui, derrière la polyvalente, vous avez l'accès à la partie intérieure. Nous, sur les heures d'ouverture, justement, il y a des appariteurs qui sont en place, qui travaillent. Donc, vous pouvez faire les demandes directement à eux pour avoir accès au matériel, pour avoir accès aux différentes installations. Est-ce que ça va être prêt pour les fêtes? On l'espère. On travaille fort là-dessus, mais ça va être Madame Météo qui va le décider. Non, on travaille fort. À chaque année, on réussit là, à offrir les installations. Si c'est pas pendant les fêtes, c'est rapidement après les fêtes, mais évidemment, on veut que ce soit ouvert. Si c'est pas le cas, on a quand même beaucoup d'autres activités qui vont être disponibles pour vous là, si on n'est pas capable d'ouvrir les installations derrière la polyvalente. Notamment là. On a notre horaire complet du temps des fêtes qui va sortir à la mi-décembre. Dans cet horaire-là, vous allez voir, il va y avoir plusieurs plages horaires, que ce soit de bain libre, d'entraînement, de patinage libre, de hockey libre aussi, qui vont être disponibles à l'aréna. Ça va être un horaire spécial pour le temps des fêtes. Donc, entre Noël et jour de l'an, on a plusieurs plages qui vont être disponibles. On a aussi, au mois de décembre, le 16 qui s'en vient. La programmation va aussi sortir incessamment. On a la fête de Noël à l'aréna. Okay. Il y a toute une programmation cette fin de semaine-là. Là, le 16 décembre, plusieurs activités. Vous allez voir les détails lorsque ça va sortir. On est en train de vous organiser quelque chose de le fun, là, vous allez voir. Est-ce que c'est vraiment une priorité à la ville, ça, d'avoir des activités familiales, rassembleurs? Ah, c'est clair. Tu sais, les familles, on le voit aussi, on a une grosse augmentation de la clientèle dans les dernières années. C'est important aussi que ce soit très accessible pour tous. On veut le plus possible que vous puissiez profiter de nos installations. On a tellement une belle ville, un beau milieu qu'on veut rendre l'accès aux installations et aux activités le plus facile possible pour toute la population. Écoute, l'année passée, il y avait eu une fête hivernale qui s'était déroulée au mois de février. Oui. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit de retour? Je vais vous annoncer une petite primeur aujourd'hui. Ce sera de retour. Je peux même vous donner la date. Ce sera le 24 février prochain, la fête hivernale. Les détails viendront lors de la sortie de notre programmation d'hiver. Oui, 24 février prochain, réservez votre date. Il va y avoir la fête hivernale de Baie-Saint-Paul qui va revenir cette année. Bien, écoute, merci beaucoup, Philippe. Hey, est-ce que tu aurais d'autres activités à nous suggérer par extérieur qui peuvent se dérouler dans le coin de Baie-Saint-Paul, à l'extérieur, on va dire, du secteur là, de la polyvalente? Bien évidemment, nous, on a beaucoup de parcs et espaces verts. Souvent, les gens s'en rappellent pas, mais c'est encore disponible pendant l'hiver. On a plusieurs kilomètres de sentiers. Je peux vous parler notamment au niveau du Boisé-du-Quai, secteur du Quai, le pavillon Saint-Laurent. L'accès aux installations sanitaires est encore ouvert, donc vous allez pouvoir avoir accès aux toilettes si vous avez besoin, si vous allez dans ce coin-là. Il y a beaucoup de gens qui vont marcher, faire de la raquette. Il y a le sentier qui est là. Vous pouvez aller jusqu'à la tour d'observation, ça fait une super de belle marche. On a nos autres parcs aussi, parc du Gouffre, etc., qui sont ouverts. On a des sentiers qui sont déblayés dans ce coin-là. Donc, profitez des sentiers, il y en a beaucoup, puis vous pouvez profiter des parcs même si l'été est terminé. Bien, merci beaucoup, Philippe. Vraiment, Baie-Saint-Paul, c'est un gros terrain de jeu extérieur. Exact. Puis, hey, merci beaucoup, Philippe. Ça me fait plaisir, merci. Chronique chasse et pêche avec François-Xavier Thibault. Bonjour FX. Salut Mathieu. Aujourd'hui, on le voit à travers la fenêtre, il y a neigé beaucoup. Oui. Quel impact ça peut avoir, ça, sur nos populations de chevreuils, orignaux et compagnie? Bien, au niveau des orignaux et des chevreuils, on aperçoit un mouvement dans leurs habitudes de vie. Ils vont faire souvent une migration vers leurs habitats hivernaux qu'on appelle les ravages. Les ravages, concrètement, c'est quoi? C'est un habitat préférentiel qui va être capable de supporter la neige et d'avoir une source de nourriture en zone inférieure pour être capable de les alimenter durant l'hiver. Qu'est-ce que tu veux dire par supporter la neige? Bien, on parle concrètement, ça veut dire quoi? On parle de forêt mature. Tu sais, des arbres avec des circonférences de 12, 15, 18, 20 pouces et plus, des cèdres, des épinettes, des arbres qui vont être capables de supporter la neige. Donc, en dessous de ce couvert, il va y avoir moins de neige, donc plus facile de passer au travers des arbres, de transiger entre deux habitats. Ça va être facile pour vivre durant l'hiver, parce qu'on le sait, avec le froid,
avec moins de support alimentaire, c'est très dur pour eux de vivre en toute tranquillité. Puis en plus, qu'il y a les prédateurs qui courent après eux. Donc, ça leur donne une chance, en étant en forêt mature, pour pouvoir avoir un hiver tranquille. Donc, ils passent littéralement en mode survie, Oui. en quelque sorte. Oui. Puis comment, justement, ils réussissent à survivre essentiellement, parce que, le veut pas, ça a un impact majeur sur leur environnement. Bien, au niveau du cerf de Virginie, les orignaux, ils vont souvent essayer de se taper un sentier fréquemment utilisé pour être capable de ne pas de consommer trop d'énergie à battre de la neige pour rien. Donc, ils vont prendre tout le temps les mêmes sentiers. Ils vont s'alimenter d'écorces, de bourgeons, après ça, de petites branches et souvent, pour le cerf de Virginie, dans la région de Charlevoix, de plantes aquatiques, comme exemple des algues qui traînent sur le bord du fleuve, des branches de cèdre, un petit peu de foin. Ça va être en majorité ce type d'alimentation-là. Écoute, ben, tu dis des fois, ils vont prendre un chemin déjà, en vont franchir, déjà tapé. Oui. Donc, ça se peut qu'on les croise en motoneige, en Oui. raquette, en ski de fond. Comment on réagit quand on en voit un? Bon, Ben, un chevreuil ou un orignal, tout dépend. les orignaux, ça va être un petit peu plus rare. Parce que les orignaux, souvent, ça va plus être sur les sentiers fédérés de motoneige qui bordent la seigneurie de Beaupré, la réserve faunique de Laurentides, tout ça. Ça va souvent arriver, comme sur l'illustration. Souvent, on va y voir sur une butte en plein milieu de la journée. Ça peut arriver. Dans ce temps-là, ce qu'on dit aux gens, c'est d'être très prudent. Exemple, vous êtes en motoneige, vous voyez un orignal, ne foncez pas dessus. Faites pas peur pour prendre des photos. Reculez-vous, laissez-le libérer le sentier et ensuite poursuivez. Il est chez eux, tu sais, faut pas oublier ça. Absolument. Puis eux, souvent, quand ils sont dans le chemin, c'est parce qu'ils sont en situation de danger. Parce qu'il y a trop de neige sur les rebords, ils sont déstabilisés, peut-être qu'ils font même de la fièvre, peut-être qu'ils sont attaqués par les tiques. Donc, il faut être quand même bons joueurs face à eux, sont chez eux, donc on se retire et on les laisse partir. Du côté du cerf de Virginie, on va souvent les voir dans les centres de ski, exemple au Massif, au Mont-Grand-Fond. On peut les voir aussi dans les sentiers pédestres de la région, proche du fleuve Saint-Laurent. C'est la même chose. Nos cerfs de Virginie, oui, sont habitués, oui, sont faciles à nourrir, mais on recommande quand même de se retirer si jamais on fait face à face avec une famille de chevreuils. Ça reste des animaux sauvages, faut pas oublier ça. Absolument. Puis, ben là, présentement, nos chevreuils commencent déjà à transiger du nord des villages de la région à s'en aller vers le sud, proche de la mer. Parce que là, on le sait, avec un 30 cm qu'on vient de recevoir aujourd'hui, ça change leur habitat. Donc, il faut faire attention aussi sur les routes. Parce que les routes qu'on a dans la région sont souvent des endroits névralgiques dans leurs canaux de déplacement. Écoute, parle-moi de l'importance pour nos bêtes de faire des réserves pour l'hiver. Absolument. À partir du 15-20 octobre, souvent même au mois de septembre, nos chevreuils, nos orignaux vont changer leur alimentation. Ils vont davantage fréquenter des sites nourriciers tels que des bûchers, des sites à pâté pour les chevreuils, des champs nourriciers, exemple de trèfle pour le chevreuil. L'orignal va aller dans des zones avec du jeune feuillu, dans le but d'aller chercher toutes les protéines et les micronutriments possibles dans les plantes, dans le but d'avoir des bonnes réserves de gras, et c'est ce qui va leur permettre de passer à travers l'hiver. Parce que durant l'hiver, tout ce qui est branchage, bourgeons, le foin ou quoi que ce soit, beaucoup moins de protéines dans la plante et beaucoup moins de des minéraux, des micro-éléments dedans. Donc, ce qu'on conseille souvent aux gens, c'est quand on trouve un endroit adéquat, on essaie de les aménager pour l'hiver, ne serait-ce que mettre des têtes d'arbres. Quand on fait notre bois de poêle, là, on voit qu'il y a des orignaux pas longs, on met une coupe de têtes de sapin ou des têtes de cèdre, des têtes de feuillus. Comme ça, ils peuvent des fois s'alimenter, là. Écoute, est-ce que tu recommandes de faire ça? Parce que dans le fond, en même temps, tu nous dis de ne pas les nourrir, mais maintenant, on peut leur créer on peut les aider un peu. Exemple, ça m'est déjà arrivé sur une de mes terres à moi, j'avais des chevreuils au sud de la terre qui passaient à peu près à tous les jours, parce que le ravage était à 2 terres de là, environ à 500 mètres. Donc, moi, ce que je faisais, on faisait du bois de poêle cet hiver-là. Fait que ce que je conseillais aux gens, comme j'ai dit à ma famille, on va couper des arbres. Mais le chevreuil aime beaucoup le cèdre l'hiver. C'est un de ses essences qu'il aime le mieux. Donc, j'ai coupé quelques petits cèdres et j'ai mis ça vraiment où est-ce qu'il passe. Puis j'ai tapé en même temps un sentier de motoneige. C'est plus facile pour eux de communiquer au travers des habitats. Donc, ça les a vraiment facilité la tâche. Puis ça les a permis de se prendre des réserves de nourriture pour l'hiver. Donc, il y a une dizaine de chevreuils qui en ont profité. Mais on ne les a pas dérangés par la suite. Question peut-être un peu... Champ gauche. Ben non, peut-être, là. Est-ce que c'est plus facile de survivre l'hiver pour un jeune, un mature ou un animal plus vieux? Les deux strates d'âge les plus névralgiques, ça va être souvent les individus de moins d'1 an et demi. Exemple, les petits de l'année ou les mâles d'1 an et demi, exemple, ou les mâles très matures.
Exemple de 5 ans et demi, 6 ans et demi et plus. J'explique pourquoi. Le jeune, souvent, son système immunitaire va être un petit peu plus faible, un petit peu moins de réserve de gras. Si jamais sa natalité, dans le fond, s'il est né trop tard au printemps, il va avoir un retard sur sa croissance naturelle vis-à-vis ses autres congénères. Donc, ça va souvent être une problématique pour lui. Et du côté, souvent, des bêtes plus vieilles, exemple des mâles matures, quand on parle de ratio mâle-femelle débalancé, exemple dans l'orignal, un mâle qui a accouplé 5-6 femelles dans son automne, puis que le ratio mâle-femelle est débalancé de 1 mâle pour 6-7 femelles, ben il a fait énormément de millage, de kilométrage pour pouvoir accoupler ses femelles. Donc, il a brûlé toutes ses réserves de gras. Ça fait en sorte que durant l'hiver, il part déjà dans le négatif, dans son rapport énergétique de protéines. Donc, il n'y a pas beaucoup d'énergie pour son hiver. Ça, déjà, en partant, c'est un problème. Et du côté du cerf de Virginie, dans des ratios très débalancés, il peut accoupler jusqu'à 8-10 femelles dans son automne. Il peut parcourir des centaines de kilomètres. Donc, ça fait en sorte qu'il y a un rapport énergétique négatif. C'est très, très triste pour lui, mais il n'y a pas peu de chance de survivre. Est-ce que le taux de mortalité est beaucoup plus élevé en hiver? Ou oui, absolument. Puis si on est malade d'avoir trop de neige et du verglas, des coyotes qui profitent de cette situation-là, c'est très négatif pour notre cheptel. Écoute, merci beaucoup, FX. C'est vraiment très pertinent, encore une fois. Ça fait plaisir. Nous, on se revoit aux Ligues majeures. Sport majeur, on profite d'un ancien footballeur avec nous, Philippe Dufour, parce que là, le Québec et football, après la Coupe Grey, on a gagné la Coupe Grey en fin de semaine avec les Carabins, la Coupe Vanier avec les Carabins de Montréal. Donc, Philippe, bon week-end au Québec? Ah oui, certainement. On le sent, ça faisait Montréal qui ramène la coupe. Évidemment, j'ai un petit pincement parce que, bon, c'est pas le Rouge et Or qui s'est rendu à la Coupe Vanier cette année, mais on est toujours content que le gros trophée revienne à Québec et quel match aussi. Ben oui, hein. Bon, de toute façon, le Rouge et Or l'ont gagné l'année passée, donc c'est pas... Ouais. Elle déménage pas bien loin, la coupe Vanier. Mais on va parler un petit peu de la Coupe Vanier. Écoute, vraiment, la défensive des Carabins, elle était simplement extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot. Non, on l'a vu, ils n'ont pas accordé de toucher là, tout au long des séries éliminatoires. Une super défensive, écoute, par M. Touchette qui est revenu cette année, qui a orchestré de main de maître, qui tout le long de la saison a apporté... tu sais, cette défensive-là avait vraiment quelque chose de spécial. Il voit le jeu d'avance, il était extrêmement bien préparé. C'était beau de voir ça aller. Ah, vraiment, on les regardait jouer, c'était démoralisant là, pour UBC. Là, c'était incroyable. Hein. Puis écoute, exact. Jonathan Sénécal, meilleur quart, est-ce que c'est le meilleur quart de la Ligue? Ah, Jonathan Sénécal, avec la saison qu'il a connue cette année, clairement, là, qui avait les atouts pour gagner ce trophée-là. Écoute, c'est le meilleur joueur au Canada cette année avec le prix qu'il a gagné. Lors du match de la Coupe Vanier, par contre, un départ lent, je sentais beaucoup de nervosité là, à son égard. Ça a été difficile de démarrer la machine. Il nous a habitués à beaucoup plus là, pendant la saison de cette année, mais ils ont quand même réussi à trouver un moyen pour gagner. Ben, tu sais, c'est quand même le Coupe Vanier, fait qu'il affrontait une grosse défensive aussi du côté de UBC, là, on se le cachera pas. Il était pas là pour rien. Puis Sénécal, est-ce que ça pourrait être le premier carrière issu du circuit universitaire canadien à être quart partant dans la Ligue canadienne de football, tu penses? Ben, écoute, tout peut arriver. On le sent de plus en plus. Hein. Les Canadiens font sentir leur présence. Puis on va en parler tantôt avec les Alouettes. On l'a vu beaucoup. Ça devient de plus en plus des joueurs d'impact. Moi, je pense qu'il y a la place pour les Canadiens dans la Ligue canadienne de football. Puis Jonathan, s'il continue à performer comme il le fait là, puis il réussit à sortir des matchs, des gros chiffres, des grosses statistiques comme il fait là avec le reste de sa carrière universitaire, je pense que ça peut être une belle possibilité pour lui. Bien, effectivement, vraiment. Puis le football au Québec, on a l'impression que le football, ça va bien. T'sais, il y a eu un creux de vague il y a quelques années là, avec beaucoup d'histoires des commotions cérébrales, mais on dirait qu'il y a comme un regain de vie. Puis les universités québécoises dominent littéralement. Là, on le voit, le Rouge et Or, le Carabin. D'après toi, qu'est-ce qui explique ça? Ben, écoutez, au Québec, on a une tradition de football là, qui est incomparable comparé au reste du Canada. Là, on a beaucoup d'athlètes qui sortent des programmes québécois. On le voit, Team Québec à chaque année qui domine au niveau du Canada aussi. Le football est en santé présentement au Québec. On le voit au niveau collégial aussi. T'as raison, il y a eu un certain creux de vague, on le sentait, là, beaucoup moins d'inscriptions, beaucoup moins de... Mais on est sur une vague, même que des joueurs québécois, on en voit de plus en plus évoluer dans la NFL aussi. Ça, on peut l'expliquer par les excellentes formations qui sont disponibles partout au Québec aussi. Là, on le voit, il y a différentes académies. Les joueurs redonnent aussi à la communauté. On a vraiment un engouement et quelque chose de spécial ces années-ci. Là.
Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le football est beaucoup collé au modèle académique. C'est beaucoup collé aux institutions scolaires. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça donne une formation en plus aux joueurs. Ah, définitivement. Là, le modèle football, c'est un modèle que j'aime beaucoup, là, qui est collé sur le système scolaire. Donc, évidemment, tu as à performer au niveau scolaire pour pouvoir continuer à performer au niveau sportif. L'un va pas sans l'autre. Tu dois réussir pour pouvoir continuer. Donc, c'est sûr que ça accroche un paquet de jeunes qui, normalement, auraient peut-être décroché ou auraient peut-être eu plus de difficultés à être raccrochés à l'école. Mais non, c'est clair qu'en continuant en poursuivant leur sport, les étudiants athlètes continuent à performer à l'école, puis on finit, quand les carrières se finissent, il n'y a pas tout le monde qui se rend au niveau professionnel, bon, on se ramasse avec des gens qui ont des emplois puis des futurs citoyens responsables dans la société de demain. Ça, c'est clair et net. Écoute, on fait une petite parenthèse. Il y a le football canadien, il y a comme deux... Bon, surtout qu'on va se baser sur le modèle de la SOQ québécois. Il y a deux universités qui se démarquent des autres, Laval et l'Université de Montréal. Est-ce que tu crois qu'on serait rendu à avoir deux divisions, peut-être pan-canadiennes, parce que là, ça permettrait de faire du développement dans des universités comme le QTR, l'UQAC-Chicoutimi. Tu penses qu'on serait rendu là d'avoir vraiment une division, on va dire, plus canadienne avec les universités dominantes? Puis parce que, tu sais, on voit les deux qui dominent, mais on a aussi, des fois, le VRA qui va flirter avec eux. On a Concordia qui vont flirter un peu avec les meilleurs, mais il manque toujours l'étape suivante pour être capable de les battre là, à long terme. Ben, moi, je pense que dans la Ligue actuellement, on a les autres équipes, je trouve qu'on voit de plus en plus de belles choses. Écoutez, programme de Concordia depuis quelques années, step up comparément à avant. On a eu une belle vague d'embauche d'entraîneurs, un personnel qui est stable, des recrues qui s'en viennent à maturité, un bon noyau de joueurs, on le voit. Sherbrooke, un petit peu plus difficile depuis quelques saisons. Moi, je pense que le Québec, non. Je pense que la conférence s'en vient de plus en plus solide. On a de plus en plus de compétition. Il y a eu des matchs très serrés cette année. Pour aller vers une conférence qui serait canadienne, sincèrement, actuellement, moi, je pense que c'est quelque chose d'irréaliste. Pourquoi? C'est au niveau des distances à parcourir, tout simplement. Là, dans un pays comme le Canada, on se voit mal. Il faut peut-être une conférence avec l'Ontario, c'est déjà plus réaliste, là, mais une conférence pan-canadienne, aller jouer une fin de semaine quand tu es un étudiant à Vancouver, puis revenir, là, ça commence à être des voyages qui sont difficiles, qui sont très chers aussi. Là. Excellent. Écoute, Philippe, on va passer maintenant à l'Alouette de Montréal, les champions de la Coupe Grey, d'autres champions au Québec. Écoute, vraiment, je pense que avec l'arrivée de Pierre-Carl Pellado, le retour de Mark Whitman, est-ce que vraiment les Alouettes sont redevenus une équipe respectable? Ah, c'est une très belle histoire de football, cette saison qu'on a vue avec les Alouettes. On le sait, personne les classait dans la tête de peloton au début de la saison. Danny Machocha est arrivé sur le tard, là, je pense au mois de mars, après l'acquisition de l'équipe par Pierre-Carl Pellado. Danny Machocha amène toute une mentalité là, au sein de l'équipe. Là. Il est allé chercher un super noyau de joueurs, amène beaucoup de Québécois aussi. On sent il a changé la mentalité de l'équipe au complet. Puis oui, Montréal, c'est une équipe qui va être respectée, c'est clair et net. Personne ne s'en attendait. Une équipe Cendrillon, une histoire hollywoodienne qu'on a vue cette saison. Mais après ce qui est arrivé à la Coupe Grey, la remontée, la persévérance que ces athlètes-là ont eue, il y a beaucoup de contrats qui viennent à échéance, mais je pense que c'est une équipe là, qui va être à craindre pour les années futures. Bien, je pense qu'il y a amené des joueurs de caractère que d'autres équipes ne voulaient pas gérer, entre guillemets, un coach de caractère, puis ça s'est vraiment transposé de manière très positive sur le terrain. Oui, tout le monde regarde dans la même direction. On l'a senti en série. On sent que c'était une chimie spéciale qui se passait dans ces gars-là. Les bons joueurs aux bons endroits. Un très bon, un très bon repêchage aussi. Là, je pense à Phil Pott qui a marqué le toucher là, à 12 secondes de la fin. C'est une recrue canadienne de cette année aussi au repêchage. On a été chercher vraiment des bons joueurs, puis on sent qu'il y a quelque chose qui se développe de vraiment intéressant pour le futur. Tu sais, il y a eu toute l'année, on a vu, exemple, la ligne offensive, a eu des difficultés toute l'année, mais vraiment, elle a super formé quand c'était le temps. Tu sais, Fajardo n'a pas subi 8 sacs durant le match de la Coupe Grey. Ça, c'est un gros plus. Ça. Oui, exact. Puis en parlant de ligne offensive, il faut que je mentionne mon ami Phil Gagnon, là, qui garde au niveau de la ligne offensive des Alouettes. Phil, un gars avec qui j'ai joué, un de mes bons amis, fait presque 10 ans qu'il est dans la CFL en ce moment, fait quelques équipes, vient de remporter sa première Coupe Grey. Là, je suis vraiment très fier de lui. Puis j'ai bien apprécié le voir jouer pendant ce match-là. Ben oui, qui a remplacé à pied levé là, Pierre-Olivier Lestage, qui est le joueur, le partant régulier, mais qui a subi une blessure. C'est pas en demi-finale, en quart de finale, si je me souviens bien.
Pierre-Olivier qui a sorti toute qu'une saison en passant tout un athlète, Pierre-Olivier Lestage, là, qui s'est presque fait une place là, avec les Seahawks de Seattle, qui a fini par revenir pour les Alouettes cette année, puis on a vu ce que ça a donné. Il y a eu une super saison. Puis tu sais, c'est une équipe, là, ce que j'aimais des Alouettes, il y a du caractère, mais c'est une équipe qui jouait dur. Quand on le voyait, là, les joueurs de ligne, là, quand on parlait des joueurs de ligne, là, ils aimaient ça, mon français, à faire des crêpes. D'aller vraiment chercher chaque joueur en ligne défensive. Sur les courses, on est vraiment allé sévères. Les plaqués défensifs. Wow! Ah ouais, c'était bien. Les gars avaient faim, là. C'est un peu l'expression que j'ai pour ça, là. Les jeux étaient finis à 100%. Ça jouait de sifflet en sifflet. Puis personne n'a lâché. On aurait pu devenir plus mollo là, à la fin de première demi quand on perdait le match. Mais non, on est revenu fort. Tout le monde avait de la haine. Tout le monde voulait gagner. Tout le monde avait une motivation, on dirait, supérieure à l'habitude. On l'a senti puis on l'a vu pendant le match. Puis vraiment, Ento, gros match qu'on l'a. C'était mon étoile du match. Là. Grosse interception, il a fait des gros plaqués, bottés, recouvrés. Donc vraiment, pas bottés, échappés, recouvrés. Donc vraiment, il était. Ouais. Écoute, NFL. Oui. On va parler un peu. Il y a 4 équipes qui se démarquent, je pense, du côté de la NFL. On parle des Eagles, des Chiefs, des Ravens et des Niners. D'après toi, est-ce que ça, les 4 favorites pour remporter le Super Bowl? Définitivement, là, tu viens de les nommer. S'il y en avait une là-dedans que j'étais moins sûr, qui m'a soumis le doute récemment, c'est bizarre à dire, mais c'est les Chiefs de Kansas City. On l'a vu dans les derniers matchs, ça a été plus difficile. Beaucoup de ballons échappés. On a échappé quelques matchs. Je sais qu'il ne faut jamais parier contre Patrick Mahomes, mais ils me font peur ces temps-ci. Là. Ben, il manque de cible, hein? Exact. Il y a Kelsey qui est dominant, mais après Kelsey, ça... Disons que... Alors, c'est difficile du côté du groupe de receveurs. Tu sais, on le sait, Kansas City, ils ont misé sur un corps arrière incroyable. Là, un athlète qui est capable d'aller première, deuxième, troisième lecture, qui est capable de lancer dans des positions, d'acheter du temps, d'allonger les jeux. Mais ça fait en sorte que côté groupe de receveurs, on en a perdu depuis l'échange de Tyreek Hill aussi. On n'a pas vraiment de vrai numéro 1 avec Kansas City. On a Rice, je trouve, là, qui donne une bonne saison, mais c'est presque le seul après Kelsey. Là. Non, effectivement. Puis écoute, on va parler aussi des équipes qui sont dans la course. Tu sais, il y a les 4 de tête, mais après ça, il y a les Bills, les Dolphins, Cowboys, les Lions et les Jaguars. Est-ce que ce sont vraiment de sérieux prétendants, à ton avis? C'est tous des équipes là, qu'on a vu faire des super choses. Là, on va parler un peu des Cowboys. Les Cowboys de Dallas, à chaque année, trouvent le moyen de ne pas gagner. Mais cette année, on le sent là, avec Dak Prescott, CeeDee Lamb, on sent une chimie incroyable. Dak a été incroyable depuis les derniers matchs. Vous me direz, il n'a pas été contre des équipes à plus 500, mettons, beaucoup. Là. Il a été contre peut-être une fiche un petit peu plus facile dans les derniers matchs, mais la confiance est là. Hey, il a fait, je ne sais pas si tu as la statistique, je ne sais pas comment il a fait de points dans ses derniers matchs, mais je pense qu'il n'a pas joué un 4e quart de 3 games. Écoute, cette équipe-là, ce qu'elle est dominante, c'est qu'elle était bien coachée, à mon avis. Exact, c'est vrai. Si elle n'avait pas un coach qui avait une fiche montée par Aaron Rodgers. Écoute, en terminant pour le NFL, Broncos, c'est-tu sérieux ça? 5 victoires de fil? Écoutez, les Broncos, là, je vais le croire quand je vais le voir. J'ai de la difficulté à y croire. Là. Ça fait 2 ans, on a vu Russell Wilson, là, c'est difficile. OK, ils ont sorti des bons matchs, ils ont battu des grosses équipes. Là, tant mieux, félicitations à eux. Leur entraîneur aussi, mais on a vu la défaite contre les Bills, la défensive qui ont donné plus de 70 points lors d'un match. Non, moi, j'y crois pas sincèrement pour cette année pour les Broncos. Au moins, il a arrêté de lancer des interceptions. Faut lui donner ça. Écoute, je trouve que, par contre, on va leur donner, ils travaillent un peu plus sur leur identité, on le sait, là, ils font les choses dans lesquelles ils sont capables de performer. Ils ont arrêté, on dirait que le livre de jeu a diminué, puis ça les a aidés. Là. Écoute, en terminant, la semaine passée, Philippe Lavoie et moi, on s'est prêté un jeu, le quiz NFL. Ben, je vais te le proposer. Donc, dis-moi, Parfait. Philippe, ta surprise de mi-saison en termes d'équipe. En tant qu'équipe, je vais y aller avec les Texans de Houston. Écoutez, je ne m'attendais jamais à avoir une fiche de la sorte là, avec les Texans, de ce qui nous sortent avec le football qui nous sort dernièrement, avec la recrue CJ Stroud. Ils sont vraiment incroyables à avoir joué. D'ailleurs, puis ta déception? Déception en tant qu'équipe, je vais y aller avec... J'hésitais entre les Bills et les Jets. Les Bills, à chaque fois que je les vois ces temps-ci, je suis déçu. Je vais y aller avec les Jets. Avec la blessure de Rodgers, on s'attendait à une super saison. Ils ont une défensive top 1 dans la NFL. Malheureusement, ils sont pas capables de générer d'offensive, puis on le voit au niveau de leur fiche. Ben écoute, on demande juste à Wilson de ne pas perdre le match, puis visiblement, c'est beaucoup lui demander. C'est beaucoup lui demander. Ta surprise de l'année?
en termes de joueurs? Joueur surprise de l'année. Écoutez, je pense que je vais y aller. On s'en attendait peut-être un petit peu, mais je vais y aller avec Trevor Lawrence de mon côté. Je trouve qu'il sort une saison incroyable. On l'a vu l'année passée, il y a eu une bonne fin de saison, mais lors de sa première année, pour un premier choix au repêchage, on avait tous été un peu déçus. Mais là, on voit, il voit le jeu se déployer devant lui. Il complète des ballons, il fait bouger son offensive. C'est bien balancé. Non, je trouve que ça va bien du côté des Jaguars. Effectivement, mais il faudrait qu'il soit un petit peu mieux appuyé côté jeu au sol. Maintenant, ton joueur décevant de l'année? Je vais y aller avec Joe Burrow. Écoutez, Joe Burrow, on s'attendait à plus. Il y a les armes qui sont en place. On travaille fort du côté de son équipe pour lui donner tous les joueurs dont il a besoin pour gagner un championnat. C'est difficile depuis le début de la saison. Là, en plus, qu'il vient de se blesser pour une durée indéterminée. Oui. C'est ma déception cette année. Effectivement. Mais au moins, il y avait José Louette. Il faut lui donner ça. Puis en terminant, est-ce que tu as un souhait pour la saison? Un souhait d'ici la fin de la saison? Écoutez, je suis partisan de Miami depuis quelques années. J'espère que Miami vont se reprendre. Ils ont eu des gros matchs au début de l'année. On sent une petite baisse de régime. J'espère qu'ils vont se reprendre, qu'ils vont continuer à être forts et qu'ils vont essayer de se tailler un poste en série éliminatoire. Hey, merci beaucoup, Philippe. Ça fait un plaisir de faire les sports majeurs avec toi. Toujours un plaisir de parler de football. Et c'est ce qui complète le vestiaire cette semaine. Nous, on se revoit dans 2 semaines avec l'autre, là, Philippe Lavoie. Bye tout le monde.